Bienvenue dans Génération Entrepreneur, le podcast qui met en avant les talents venus des Outre-mer. Actuellement, on a fait une première production avec laquelle on a fait un peu plus de 150 000 € de chiffre d'affaires et on s'est retrouvé en rupture de stock immédiatement. Ici, nous allons parler d'ambition, de résilience et d'innovation. Nous irons à la rencontre de ces talents qui font la nouvelle génération de demain. Tu as totalement raison. Si tu veux devenir une marque grand public, mainstream et rencontrer le succès et pouvoir avoir une omnicanalité et ouvrir des nouveaux réseaux de distribution, il faut se concentrer sur un ADN fort de marque. Je suis Kelly Massol, entrepreneuse depuis plus de 15 ans. J'ai commencé avec 1 500 € dans ma cuisine. Aujourd'hui, je gère une entreprise qui fait plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. On a commencé en mettant en avant le dictam, le baobab, le souchet, mais on s'est très vite rendu compte qu'en fait, pour la clientèle qu'on veut viser, à savoir une clientèle beaucoup plus générale, en fait les gens ne connaissent pas, tout simplement. Partons à la rencontre de ces histoires passionnantes et inspirantes ensemble. Bonjour Olivia, bienvenue dans ce nouvel épisode de Génération Entrepreneur. Olivia, est-ce que pour nos auditeurs, tu peux un peu nous présenter la société que tu as créée qui s'appelle l'Hommage Nutrition ? Bonjour Kelly, merci de m'accueillir sur Génération Entrepreneur, c'est un plaisir d'être là. L'Hommage Nutrition, c'est un petit peu mon bébé et c'est une marque de boissons instantanées à base de plantes issues des pharmacopées afro-caribéennes. Tu as créé cette entreprise quand exactement ? Alors celle-ci, elle a un peu plus d'1 an, en sachant qu'il y a eu avant ça 3 ans de recherche, développement, où on a testé beaucoup de recettes, fait pousser des plantes, testé différentes méthodes aussi. Donc voilà, c'est tout récent. D'après ce que je sais, ce n'est pas ta première création d'entreprise, tu es un peu une serial entrepreneur. On peut dire ça comme ça, Qu'est-ce que tu as créé avant ça ? Avant ça, j'ai créé une marque de peluches à l'effigie d'espèces marines sous-représentées dans l'univers du jouet. C'est parti d'un constat que voilà, on avait des peluches, notamment en France, hyper traditionnelles, et puis de poissons qu'on voit pas en France hexagonale ou ultramarine. Et voilà, j'ai eu envie de faire des poissons qui sont les vrais poissons qu'on trouve dans nos eaux. Tout simplement. Ok. Et donc du coup, l'Hommage Nutrition, concrètement, tu es partie de quel constat ? À partir de quel moment en fait tu as eu l'idée de créer une boisson, enfin des boissons en fait, sur la pharmacopée afro-caribéenne ? Alors, il y a eu plusieurs constats. Déjà, il y a eu un moment où je me suis dit, c'est bien, mais je commence à vieillir, ça serait peut-être bien que j'arrête de faire n'importe quoi. Et je me suis penchée sur tout ce qui était compléments alimentaires, etc. Et voilà, je suis tombée dans un excès où je prenais 50 gélules le matin. J'exagère un petit peu, mais voilà. En ce moment, donc... On passe tous par là à un moment. Et c'était un peu désagréable parce que voilà, tous les matins, on avale nos gélules. C'est pas le moment le plus sympa de la journée. Et puis une fois que t'as fini d'avaler tes gélules, t'as encore pas pris ton petit déjeuner, t'as encore rien avalé, il faut en plus le prendre. Et en parallèle de ça, mes parents avaient acheté une maison ici en Guadeloupe et faisaient pousser tout un tas de plantes et quand moi je venais leur rendre visite, mais ils me regardaient avec des gros yeux avec mes 50 gélules et ils étaient là, mais on vous a pas élevé comme ça dans votre enfance, vous mangiez du toloman, du dictam et voilà, vous aviez tous les nutriments qu'il vous fallait, donc ça a maturé un petit peu dans ma tête et au fur et à mesure je me suis dit ok, donc il y a plusieurs constats. Le fait que aujourd'hui on a envie de manger mieux en France, on a envie de prendre soin de sa santé. Le marché du bien-être, du fitness, du complément alimentaire sont des marchés qui sont estimés à 2,7 milliards d'euros l'année prochaine. On a envie aussi d'un retour aux sources. Et puis en parallèle de ça, on a des plantes qui sont des plantes ancestrales dans nos îles, qui ont des vertus qui sont reconnues, que nos parents, nos grands-parents ont beaucoup consommé, nous ont donné et que nous aujourd'hui, j'ai l'impression en tout cas que ma génération commence un peu à oublier et j'ai eu l'impression aussi que ma génération est la première à ne pas transmettre ça à ses enfants. Donc pour toi c'est une affaire de transmission finalement. Exactement. D'accord. Et donc du coup, comment tu fais grandir en fait l'Hommage Nutrition ? C'est quoi actuellement ? C'est vendu où ? Quels sont les points de distribution ? Quel est ton chiffre d'affaires ? Comment en fait tu commences à structurer cette jeune entreprise ?
Alors ça, c'est un petit peu compliqué, justement parce que c'est ma première marque de nutrition et j'ai fait face à des écueils que je n'avais pas anticipés, notamment au niveau de l'approvisionnement dans certaines de ces plantes qui sont peu cultivées aujourd'hui, non pas parce que la plante est rare, mais parce que justement, on a cessé de la consommer. Donc on a eu quelques problèmes d'approvisionnement, quelques problèmes aussi de distribution et puis de positionnement, puisque c'est une marque qu'on a positionné au début comme étant des plantes issues des pharmacopées afro-caribéennes et on est tombé dans l'écueil de ne s'adresser qu'à une certaine partie de la population. Aujourd'hui, pour faire grandir l'entreprise, j'essaye de régler ces deux problématiques. Donc déjà un repositionnement au niveau de l'image, au niveau du discours marketing, etc. Et également retravailler la chaîne d'approvisionnement pour arriver à avoir un réseau de distribution qui soit plus grand. Pourquoi pas aller tenter la GMS ou d'autres réseaux. Mais pour l'instant, on est vendu sur notre site internet et puis aussi dans quelques points de vente à Paris et en Guadeloupe, qui sont des boutiques dont on retrouve les adresses sur le site. D'accord, donc tu es plutôt sur des concept stores ? Plutôt sur des concept stores où on commence à avoir des herboristeries. À voir ce que ça va donner et si notre clientèle aimera nous retrouver là-bas, puisqu'on a tendance à se dire que la clientèle de l'herboristerie, c'est aussi la clientèle qui aime faire elle-même sa petite tambouille. Mais la volonté, c'était aussi de proposer quelque chose qui soit rapide à faire. Ce sont des boissons et des crèmes instantanées. On met la poudre, on met de l'eau, du lait ou du lait végétal, on remue et hop, terminé, bonsoir, c'est prêt, c'est riche en vertus, c'est totalement naturel. On n'a pas les labels bio, etc. parce que ça représente un coût et des démarches qu'il va falloir qu'on fasse à un moment donné. On abordera ce sujet plus tard. Mais voilà, en tout cas, c'est pratique, c'est rapide et c'est délicieux, ce qui ne gâche rien parce qu'on sait aujourd'hui que on a beau savoir que c'est bon pour la santé, si c'est pas bon, ça va effectivement être dans le geste du client, c'est toujours compliqué de lui faire ingérer quelque chose qui est pas agréable au goût. C'est sûr que Exactement. Tu peux pas avoir les bénéfices en fait du produit si tu le prends pas régulièrement, parce que il est pas agréable. Et d'ailleurs, c'est un des principaux freins en fait dans la nutri-cosmétique. Et c'est pour ça en fait qu'il y a eu un boom de tout ce qui est gummies, c'est-à-dire que les gens en fait avaient du mal soit à prendre des boissons lyophilisées, soit à absorber en fait des gélules, puisqu'en fonction de la taille des gélules, ça peut être hyper rédhibitoire pour les clients. Ce qui est très intéressant, effectivement, c'est que je pense que tu as identifié un marché qui est assez intéressant, à savoir que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le boom de la nutri-cosmétique, en fait, il y est, mais il a été annoncé en fait depuis plus d'une quinzaine d'années. En France, on est quand même un peu en retard. Donc, c'est aussi quelque chose que je vais analyser dans ton business par rapport à localement, au niveau des territoires et par rapport à une éventuelle expansion en France et à l'international. Donc là, du coup, tu distribues surtout ici, sur ton site internet. Quel est ton type de clientèle ? Alors, surtout sur notre site internet, mais majoritairement en métropole. D'accord, donc nos entrepôts sont en métropole. On a ici des distributeurs et on a la capacité à envoyer depuis la métropole ici, en Martinique, en Guyane, si dans les dom-toms. Si tu devais faire un scope en fait, de tes clients entre la métropole et les territoires, tu dirais que c'est combien de pourcentage ? 70% métropole, 30% territoire. Mais c'est quand même 30% de territoire, donc il faudra réfléchir à ça. Et je te donne un exemple, tu vois, une marque comme La Chilée, c'est une marque qui a été valorisée l'équivalent de 400 millions lors de leur dernier tour de table pour ce qu'on appelle un LBO. Donc on voit le potentiel et ils l'ont fait hyper rapidement. Ils l'ont fait parce que eux ils se sont concentrés sur le gummies et ils se sont concentrés sur une distribution multicanale qui était à la fois en ligne, à la fois en pharmacie et ils ont commencé la GMS derrière. Donc en installant en fait cette omnicanalité en fait dans la distribution, ils ont pu très vite acquérir une croissance et en fonction du type effectivement de besoin. Toi aujourd'hui, comment tu déclines en fait les segments en fait les besoins donc de tes produits? Combien il y a de références aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 6 références qui sont déclinées en fonction d'un certain type de besoin. Donc, on a l'angélique qui va être cheveux et beauté. On va avoir
une référence qui s'adresse plutôt aux problèmes féminins, donc tout ce qui est SOPK, endométriose, SPM, etc. On va avoir une référence qui cible l'immunité pour les changements de saison et tout ce qui s'ensuit. Et on va avoir aussi 2 autres références qui, elles, sont plus axées boost, sport, énergie et une dernière pour le confort intestinal. D'accord. Et donc par rapport à ça, quel est ton plan et ta vision sur, je dirais, les 12 à 24 prochains mois? Comment tu vois l'Hommage Nutrition et quel est en fait, comment tu te structures? Quel est ton prévisionnel, que ce soit en termes de marketing ou en termes de structuration de ta gamme? Alors là, clairement, la priorité, c'est vraiment ce repositionnement marketing qu'on a déjà entamé. Donc, on a fait une refonte complète du site internet. On travaille nos messages marketing pour qu'ils ne soient plus uniquement adressés à des afrodescendants. On travaille aussi à mettre en avant plutôt les bienfaits des produits plutôt que les plantes en question, puisque on a commencé en mettant en avant le dictame, le baobab, le souchet, mais on s'est très vite rendu compte qu'en fait, pour la clientèle qu'on veut viser, à savoir une clientèle beaucoup plus générale, en fait les gens ne connaissent pas tout simplement ces plantes. Donc c'est ce à quoi je pensais quand tu viens d'évoquer la Chilée. La Chilée, moi, ce que j'ai aimé avec eux depuis le début, et je pense que c'est le cas de beaucoup de leurs clients, notamment, c'est cette capacité à te faire adhérer à la vision de la personne que tu seras si tu consommes leurs produits. Que ce soit quand ils avaient Enjoy Phoenix comme égérie ou Barbara Morel ou autre, tu vois sur leur pub des filles avec des cheveux magnifiques et on t'explique que tu auras les mêmes cheveux qu'elles. C'est pas dit comme ça, mais voilà, c'est ce que tu comprends dans leur marketing si tu achètes leurs produits. Et au final, c'est ce que j'aimerais réussir à faire pour l'hommage, réussir à mettre l'accent sur la promesse. Et en second plan, le fait que cette promesse, tu l'atteins avec des plantes qui sont bonnes pour toi, qui sont naturelles, qui sont testées, et connues et réputées depuis des décennies, si ce n'est des siècles. Donc voilà, réussir à faire ce switch en fait entre acheter pour les plantes et au fait, vous aurez un bon transit, des beaux cheveux, etc. Et l'inverse. Aujourd'hui, ton objectif de chiffre d'affaires sur les 12 prochains mois, c'est quoi? J'aimerais bien atteindre sur les 12 prochains mois les 500 000 € de chiffre d'affaires. D'accord. Et actuellement, tu es à combien? Actuellement, on a fait une première production avec laquelle on a fait un peu plus de 150 000 € de chiffre d'affaires et on s'est retrouvé en rupture de stock immédiatement. Et avec une répartition 70-30 par rapport à où sont situés les clients. Si aujourd'hui, donc je t'accompagne aujourd'hui sur cette session de mentoring, qu'est-ce que tu attends de moi? Quels sont les points précis et stratégiques sur lesquels tu aurais besoin d'avoir ma vision? J'ai l'impression d'être tombée dans l'écueil qui était celui des marques de produits pour cheveux texturés à leur début. J'essaye d'en sortir et avoir ta vision, tes conseils là-dessus serait très précieux pour moi, je te le cache pas. Et puis aussi, je sais que tu as investi récemment dans Nali, qui sont des gummies au safran. Si tu as un retour d'expérience là-dessus, sur le monde du coup de la nutri-cosmétique, je suis assez preneuse également, oui, s'il te plaît. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je connais par exemple pas mal de fondeurs de marques donc de nutri-cosmétiques. La Chilée, je les connais, mais de très loin. Mais je connais très bien Delab, par exemple, qui a ouvert sa propre usine en France parce qu'elle avait un problème d'approvisionnement justement sur certaines matières premières. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles je suis assez au fait. Donc ce que je comprends en fait donc de cette session, c'est que à la fois tu as envie de faire ce switch marketing pour pouvoir en fait avoir une ouverture plus grand public. Et pour ça, effectivement, il faut qu'on analyse ensemble en fait la perception dont tu veux avoir la marque et ensuite découler le plan stratégique qui va autour. Je te vois pas spécialement en recherche d'aller chercher du chiffre d'affaires plus que ça. Je pense que tu as vraiment aujourd'hui une préoccupation sur ton image de marque. Je le ressens en tout cas sur notre échange du jour. Mais je pense qu'il y a plein de choses à faire et qui sont faciles à faire pour pouvoir faire le switch. Mais avant de penser au marketing, il faut aussi sécuriser l'intégralité effectivement de la filière. Quand on veut se distribuer, l'une des grandes choses qui bloque, c'est l'approvisionnement.
le stock et les lancements de produits. Ça fait partie en fait vraiment de l'architecture en fait idéale pour pouvoir ensuite te concentrer sur le marketing et sur le développement de la marque. À première vue, donc je suis un petit peu allée regarder, j'ai commencé quand même à travailler sur un plan, en tout cas avec ma vision et ma perception des choses. Et donc tu as totalement raison. Si tu veux devenir une marque grand public, mainstream et rencontrer le succès et pouvoir avoir une omnicanalité et ouvrir des nouveaux réseaux de distribution, il faut se concentrer sur un ADN fort de marque. Et l'ADN fort de marque, il se voit sur non seulement la valeur perçue que tu veux que les clients ont, mais aussi sur les messages pour toi qui sont essentiels, qui font partie de tes codes de marque et qui font que tu ne vas dorénavant communiquer que sur une certaine structure de communication avec certains assets de communication. Donc, je te donne un exemple. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent se lancer dans la nutri-cosmétique. Si tu regardes sur Amazon, on vend des tonnes et des tonnes et des tonnes de compléments alimentaires. Donc, tu es sur le bon créneau, mais il faut des points de différenciation. Ton point de différenciation, clairement, c'est que ce sont des plantes qui ne sont pas communes aux autres. Quand tu tapes, par exemple, sur Amazon, phosphore, vitamines ou autres, c'est toujours les mêmes choses qui vont ressortir, toujours les mêmes plantes. Donc, ton point de différenciation, il est là. Donc, ça, tu l'as, d'accord ? Maintenant, il faut le mettre en musique. Et ça se met en musique via différentes phases dans ton branding. Tu as à la fois ton personal branding qui fait que tu dois expliquer en fait pourquoi et comment tu en es arrivé là. C'est hyper important et tu dois créer une communauté de marques de base, de personnes que tu commences déjà à avoir, qui ont un lien fort avec toi, un lien fort avec les produits et un lien fort par rapport à ton storytelling. Ça, c'est hyper important. Tout à l'heure, tu disais, t'es tombé dans les premiers soucis en fait que rencontrent les marques qui sont créées par des personnes afrodescendantes. C'est-à-dire qu'on veut forcément te catégoriser en disant tes clientes seront des personnes noires. Et les actifs et les ingrédients que tu vas utiliser sont forcément issus de la pharmacopée. Donc tu as raison, il faut non plus parler uniquement des produits, mais parler de leurs bienfaits. C'est les résultats et uniquement les résultats qui comptent. Et une marque comme Naali, ce sont les résultats et les études cliniques et énormément d'études cliniques qu'ils ont fait derrière. Ça, c'est quelque chose, en fait, tu vas pas pouvoir y échapper parce que la première chose où on va challenger, c'est là-dessus. On va te dire, oui, enfin, on prend des plantes ancestrales, mais c'est connu que ça fait ceci, mais ça fait cela. Quand toi, tu vas pouvoir répondre, OK, écoute, sur le transit, il y a plus de X% de personnes qui disent que dès la 3e utilisation, ils ont retrouvé leur confort intestinal ou sur les désagréments menstruels, etc., etc. C'est ces études cliniques-là qui vont te permettre d'enfoncer et de crédibiliser, en fait, les résultats de tes produits. Donc ça, c'est hyper important. C'est pas quelque chose de prioritaire à mettre en place, mais c'est quelque chose que tu dois mettre dans ton pipe. Et ça passe avant, par exemple, les labels bio, etc. Ça peut passer avant les labels bio. Ce sont des étapes qui sont différentes. Par exemple, les labels bio, comme tu dis, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, mais ça t'achète une crédibilité, pas forcément pour tes clientes primaires, mais pour toutes les clientes qui ne te connaissent pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça va surtout t'apporter de la crédibilité pour pouvoir aller chercher certains distributeurs. Donc, soit tu y vas pour, entre guillemets, crédibiliser et chercher de la croissance, soit c'est pour aller chercher des nouvelles clientes qui veulent consommer plus bio et qui sont perdues lorsqu'elles vont, par exemple, sur Amazon. Tu as des listes, il y a écrit naturel ou vegan, mais toi, en fait, ton produit, en plus, il est certifié Cosmos. Donc toi, elles ont l'assurance que c'est pas des plantes qui ont poussé dans un OK, c'est vegan, mais si c'est arrosé tous les jours de pesticides, ça n'a aucun intérêt. Donc ça, c'est hyper important. Tu pourrais aussi renforcer cette image-là en contribuant, et c'est ce qu'a fait Flore de Delab, en contribuant effectivement, alors non pas forcément à acheter tes propres champs, parce que c'est ce qu'elle a fait. D'accord. Ce que j'envisage. Voilà, mais elle l'a fait au bout de plus de 10 ans. Elle a été aidée par la commune. Elle a construit donc non seulement l'usine, mais en plus tous les champs autour. Donc, elle les a fait labelliser et donc elle fait pousser les matières premières dont elle a besoin pour mettre dans certains de ses compléments alimentaires et surtout ceux où il y avait des problèmes de stock. Donc, elle a sécurisé son stock de matières premières. Tu vois. Mais ça, c'est une étape qui se fait bien après. Il y a besoin d'énormément de financement. Même si aujourd'hui, en France, dans l'agriculture, tu peux trouver des fonds. Il y a des fonds, en fait. Il y a des fonds européens qui peuvent t'aider. Et surtout, les communes t'aident parce que tu vas créer de l'emploi et tu vas générer effectivement une activité économique. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux garder. Et c'est quelque chose qu'une marque comme Cadalis a fait.
en travaillant directement avec les producteurs pour récupérer les déchets de bananes. Si je continue en fait à dérouler mon fil, moi je vais te poser une question. Quelle est la valeur perçue que tu veux qu'on ait de ta marque ? Tu veux que ce soit une marque qui soit sur les bienfaits, que ce soit une marque qui soit vraiment ancrée dans la culture afro-caribéenne, ou une marque plutôt hyper moderne dont on va pas forcément parler de la plante, mais on va surtout parler de l'efficacité. C'est quoi ce que tu veux en fait ? La marque hyper moderne dont on parle de l'efficacité. Tu veux une marque bien-être tout court ? Exactement, une marque qui réconcilie la nutrition moderne avec les traditions ancestrales, certes, mais qui met en avant surtout le fait que ce soit moderne et que ce soit efficace. Donc quand j'entends ça, il y a quelque chose sur lequel il faut que tu réfléchisses. C'est aujourd'hui une cliente qui n'a pas effectivement d'origine afrodescendante. Lorsqu'elle va voir l'hommage nutrition, elle va pas comprendre ce que tu fais. Donc il faut que tu aies une baseline en dessous. Ouais. Il faut que tu choisisses ta baseline. Et celle-là, elle va être hyper importante parce que c'est celle qui va t'ouvrir les portes à un autre public plus large. Donc déjà, sur ta to-do list, c'est la première chose. L'hommage nutrition, mais derrière, en dessous, il faut que tu aies ta baseline. Si tu fais pas ça, il y a uniquement les afrodescendants qui vont comprendre. Oui. Donc là, alors que, instinctivement, 70% de tes clients, ils sont en métropole. Donc après, on ne sait pas s'ils sont afrodescendants ou pas, mais ça, c'est la première chose. Ensuite, sur ta distribution, si tu veux être une marque plus grand public, il faut que tu choisisses un positionnement. Ton positionnement de base, tu as ton site internet sur lequel tu peux apporter de la pédagogie, tu peux apporter du storytelling, etc., etc. Tes réseaux sociaux, donc qui, eux, vont permettre, en fait, dans la continuité, de raconter l'histoire de tes ingrédients, de raconter les bienfaits, etc., etc. Donc là, je te parlerai de campagne marketing autour de toi, mais aussi autour de collaborations que tu pourrais faire. Et la dernière phase, c'est en choisissant tes premiers points de distribution, en fait, tu es déjà en train de dessiner la carte de ton futur positionnement. Il faut que tu choisisses, en fait, quels sont les canaux que tu veux ouvrir, parce que c'est pas le même type de communication que tu vas devoir faire. Tout à fait. Pour pouvoir rentrer dans le secteur et ensuite avoir les assets qu'il te demande. Un pharmacien va te demander, en fait, un certain type de communication, un certain type de linéaire, etc., etc. Du premium en GMS, ça va te demander encore un autre type de communication, et je te parle même pas de la parfumerie sélective. Oui, les cibles sont différentes, donc forcément, la communication le message doit est différent. être adaptée. Et donc, quand vous êtes une équipe de combien actuellement ? On est 3 à bosser sur le Quand projet. vous êtes que 3, tu vas pas pouvoir faire des assets différents, pas tout de suite en démarrage. Donc ça, c'est hyper important. Et si j'avais une reco à te faire, c'est pense déjà à tes linéaires. Donc aujourd'hui, tu as 7 références, c'est une gamme courte. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est plus facile d'aller chercher de la distribution avec une gamme courte, alors que les gens ont l'habitude d'avoir... au Néobiol, tu vois, ils vont avoir plus de 50 références différentes, tu vois. Donc, c'est très bien. Donc, tu peux travailler autour des 7 produits, déjà travailler leur communication et penser à comment tu vas te retrouver sur un linéaire. Entre qui et qui, déjà, tu veux être sur le linéaire ? Entre les Luxéol et une référence que j'arrive pas à trouver pour du complément alimentaire haut de gamme qui fait ce qu'on fait, je vois pas. Sincèrement. Les D-Lab, etc., je les vois pas sur des linéaires. Je les vois en pharmacie parfois, mais surtout sur des... Alors que D-Lab est chez Sephora et D-Lab est en premium et notamment chez Monoprix. D'accord. Ah, je les ai jamais vus là-bas. Tu vois ? Ok. Donc, clairement, il faut que tu identifies... Quand tu parles d'un laboratoire comme Luxéol, c'est une machine de guerre. Luxéol, ils passent leur vie à payer des budgets incroyables, en communication, 2, dans leur stratégie, en fait, ils nouent des stratégies de partenariat avec des collabs influence à l'année, donc ils sont extrêmement costauds, très agressifs. Ils sont présents partout. Et 3, donc ils ont un linéaire qui est énorme, ils déclinent. Si tu regardes, quand tu vas regarder devant le linéaire, tu vas voir surtout les promesses. Et tu vas pas savoir en fait quel est le produit que tu vas acheter pour la pousse, l'autre pour la casse, et en fait il y a X cheveux. Alors, parce qu'en fait ils ont décliné énormément. Ils sont très performants, je crois qu'ils sont numéro 6 ou 7. Ils font une grosse percée, mais derrière ils ont mis des milliers et des milliers d'euros sur des études d'efficacité. Tu sais même pas ce qu'il y a dans le produit, tu connais juste le résultat. C'est une stratégie qui, pour l'instant, c'est surtout sur une entreprise à maturité.
Tu vois ce que je veux dire? Parce que les budgets sont énormes. Alors, si tu ne vois pas ton positionnement, c'est soit que c'est pas le bon créneau de distrib, soit c'est que tu es en train d'évangéliser un marché. Mais t'es pas vraiment en train d'évangéliser un marché. Je pense pas non plus. Tu vois. Donc ça veut dire qu'il faut que tu arrives à identifier où est-ce que... Parce que c'est la première question que le pharmacien va se poser. Oui, où te mettre. Où te mettre. Oui. Si toi-même tu ne sais pas, il va pas te rentrer. C'est vrai. Ensuite, c'est une réflexion qu'il faut qu'on ait. Oui. Il y a une stratégie pour pénétrer la distribution. Est-ce que c'est en direct ou est-ce que tu vas repasser par un distributeur qui va vendre aux pharmacies? Est-ce qu'aujourd'hui, tes marges te permettent d'avoir un intermédiaire? C'est ce que j'allais te dire. Nos marges ne nous permettront pas de passer par un intermédiaire. Alors, dans ces cas-là, la distribution en pharmacie sera extrêmement difficile. Si tu n'as pas 30% minimum à donner à un distributeur, tu ne peux pas pénétrer en pharmacie. Oui. On a fait un gros travail sur le pricing. Et c'est vrai que nous, on vend... Alors, chaque référence a un petit format et un grand format. Et tu commences donc à 39 € pour arriver après à un peu plus cher en fonction des plantes et en fonction 39 €, c'est pour un mois? C'est pour quel... C'est pour un mois. Pour un mois. Donc, on a voulu faire un positionnement tarifaire qui permette à chacun de tester au début, parce que pour être convaincu, il faut tester. Et en même temps, on ne voulait pas faire des prix qui soient des prix d'appel trop bas, ou après, tu as du mal à t'y retrouver. Donc, tout à l'heure, tu m'as posé la question par rapport en fait, à la hiérarchie des besoins. Si tu as un positionnement à 39,90 et que tu es déjà supérieur, entre guillemets, au complément alimentaire classique, mais que tu ne peux pas encore te permettre les études d'efficacité extrêmement puissantes, dans ces cas-là, ça veut dire que oui, je te confirme, il faut que tu essayes de rentrer sur un label EcoCert ou Bio, parce que ça te permettrait de nouer, en fait, et d'aller chercher la distribution naturelle qui va avec. C'est-à-dire tous les magasins bio et tous les magasins naturels, qui sont des magasins qui, s'ils sont bien animés et que tu as un bon facing, un bon packaging, où tu peux te différencier facilement des autres. Tu n'es pas obligé de référencer l'intégralité de la gamme. Tu peux éventuellement faire un choix et dire, ben non, en fait, sur cette référence, il y en a 4 que je fais. Ouais. Tu vois. Juste pour voir l'attraction et leur dire, ben, vous voyez, j'en ai 4, vous pouvez référencer les 4. C'est mes 4 best-sellers ou autres. Ce qui te permet, de leur dire, voilà, et ensuite, soit progressivement, tu montes sur les autres, soit ils vont te dire bah ça fonctionne très très bien, bon ok on veut bien, tu vois. Oui, effectivement, ça te permet de maîtriser tes coûts au départ puisque tu fais pas référencer l'intégralité. Oui, je n'y avais pas pensé. Il faut faire des compromis des fois, parfois, tu vois. Donc ça, c'est une des premières choses que je vois. La stratégie de la pharmacie est un réseau extrêmement concurrentiel. Aujourd'hui, en France, on a un ralentissement du PIB, on a un ralentissement dans le pouvoir d'achat, mais surtout sur la croissance, en fait, tout court du pays. Et la pharmacie est un des points où il y a encore de la croissance. La croissance est énorme en pharmacie. Et du coup, c'est devenu le nouveau Graal pour toutes les marques d'essayer de pénétrer en pharmacie. Sur la nutri-cosmétique, ça nous paraît comme une évidence. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu peux aller chercher un positionnement en pharmacie. Mais par contre, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, la concurrence est telle que si tu veux avancer vite, il va te falloir un distributeur entre les deux. Oui. Et là, du coup, c'est revoir le positionnement tarifaire, et là, c'est revoir ton positionnement tarifaire. Ou la chaîne d'approvisionnement, parce que là, on est en train d'essayer de réduire nos coûts de production pour augmenter nos marges, mais plutôt que d'augmenter les prix, voilà, le faire en réduisant... Ce sont des questions que je me suis posées, et c'est des questions que j'ai appliquées à la marque, c'est-à-dire que, je te donne un exemple, nous, pendant des années, on n'a jamais changé les prix, malgré les augmentations tarifaires des matières premières. Puisque de plus en plus de matières premières naturelles, de plus en plus de concurrence, de plus en plus de gens, donc de moins en moins de produits, entre guillemets, de matières premières actives. Et du coup, les prix commençaient à aller vers le haut, surtout post-Covid. Et nous, on a fait le choix de ne pas augmenter nos prix, en se disant, certes, on va marger moins, mais nous, en fait, on a besoin de continuer à fidéliser les clients, et on a besoin de continuer à fidéliser et à signer des portes. Une fois qu'on était installés, X années plus tard, on a augmenté rationnellement, proportionnellement à l'augmentation des coûts des matières premières. C'est un choix qui est intéressant. Mais une fois que tu as crédibilisé ton produit et fidélisé ta clientèle. À partir du moment où tu restes sur une certaine rentabilité, c'est un effort que tu peux faire, surtout quand tu es en train de créer en fait les bases même de ton marché et les bases de ton entreprise. Je préfère moins marger, mais être sûr de sécuriser mes entrées et de rentrer,
plutôt que de dire ben non, j'y vais pas, et en fait tu as plein de non parce que t'es pas sur le bon, tu ne laisses pas la marge suffisante au distributeur en fait. Ouais. Je te dirais que on n'a pas que ça sur l'identité de la marque, mais moi j'avais pris des notes et il y avait quelque chose, donc tu me parlais de mon marketing tout à l'heure, et il y a quelque chose en fait que j'ai noté qui pourrait être sympa, c'est aujourd'hui ton compte Instagram, il a combien de followers? Un peu plus de 2000 followers. En sachant qu'on repart à 0 sur les contenus puisqu'on a justement refait toute l'image de marque. Exactement. Quelles sont les couleurs que tu as choisies? On est sur du marron, marron qui tend un peu vers le terracotta, et le vert, un vert un petit peu foncé de la plante, la naturalité, etc. Le marron Quelles pour sont les les graines. couleurs de la chilée? Du rose, il me semble. Et quoi d'autre? Et du rose, juste du rose, non? Pourquoi tu as choisi un positionnement marron et vert? Pour aller vers ce côté ancestral, ce côté plante, ce côté naturel. Mais effectivement, ça fait peut-être partie des choses qu'il faut qu'on change aussi si on veut être un peu plus moderne. Si tu veux être mainstream et si tu veux être moderne, en fait, c'est pour ça que je te demandais quelle était la valeur perçue tout à l'heure. Parce qu'en fait, soit tu veux aller dans le coup de l'apothicaire, de l'herboristerie, etc., etc. Et dans ces cas-là, c'est une marque très green, certes, mais qui est ultra conventionnelle parce que ce sont les codes de la naturalité. Alors que tu vois, chez moi, la couleur phare et la couleur que tu retiens, ça va être le rose, alors que mes produits sont à 98% naturels. Oui. Tu vois. Aujourd'hui, tout le monde fait du rose, tu vois. C'est vrai. Mais à l'époque, toutes les marques étaient vertes, marron, beige. Ils mettaient effectivement des mises en situation avec des plantes, etc., etc. C'est pour ça que je te posais la question, quel est ton point de différenciation? Le point de différenciation, c'est vrai qu'il est au niveau des produits eux-mêmes, dans les plantes qu'on y trouve, mais en termes de marketing, il faut qu'il y en ait. Ouais. Tu peux pas... si tu veux jouer ça, en fait, tu restes sur une marque lisse. Aujourd'hui, les gens, et il y a différents types d'archétypes de clients, tu as effectivement la mère qui va prendre soin d'elle, etc., etc. Tu as les personnes un peu plus matures qui arrivent à un moment de leur vie où ils font attention, mais tu as surtout toute une clientèle de personnes qui sont hyper connectées, qui se font tabasser toute la journée sur les réseaux sociaux, entre TikTok, Instagram, etc. Ils veulent du beau, ils veulent du punchy, ils veulent du catchy. C'est vrai. Donc si tu travailles entre guillemets ton produit sur quelque chose d'hyper sage, tu vas avoir du mal, toi, à te différencier en étant plus petite et n'ayant pas ton laboratoire derrière. C'est vrai. L'Ixéol, ils ont choisi du packaging vert, etc. Ok. Des labs, c'est hyper pharmaceutique. Mais toi, tu arrives au milieu, tu fais comment? Tu vois. Et la Chilée a fonctionné. Pourquoi? Parce que en fait, tu avais quelque chose d'hyper flashy, hyper punchy. Tout est rose, et pas que rose, tout est rose, tout est coloré, etc., etc. Les gommises sont de couleur, les packaging, leur marketing. T'as déjà vu du vert chez eux? Jamais. T'as déjà vu une plante? Non. Ça fait partie des choses à réfléchir pour aller chercher effectivement. En fait, il te faut une image qui est assez forte, qui à la fois représente tes valeurs, parce que le but c'est pas de sortir de tes valeurs. Mais c'est pas parce que tu as des valeurs qui sont hyper naturelles que tu es obligé de rentrer dans une communication avec les codes classiques de la naturalité. C'est vrai, on va travailler là-dessus. Merci pour le conseil. Si tu as trois questions à me poser, ce serait lesquelles? La première, ça serait est-ce que là, à l'heure actuelle, de ce que tu as vu de la marque, est-ce que tu serais cliente? Tu peux me dire non? Non. Du coup, la deuxième question, ça serait pourquoi? Parce que, déjà, je ne suis pas quelqu'un qui absorbe beaucoup de nutri-cosmétiques. Donc, je te rassure, ça aurait été non pour toi, mais non pour d'autres personnes. Parce que moi, dans ma routine, aujourd'hui, boire quelque chose, c'est quelque chose qui va fonctionner très, très bien. Sur la beauté, donc, sur tout ce qui est cosmétique, skincare, c'est quelque chose qui est très ancré aujourd'hui, notamment avec les boissons collagènes, etc., etc. Moi, c'est quelque chose auquel j'ai pas adhéré à cause des goûts, tu vois. Donc, je suis assez difficile sur les goûts, c'est pour ça que j'irai pas. Par contre, je dis pas que j'ai pas déjà acheté. J'ai déjà acheté des choses pour les cheveux qui se boivent, mangue, tropicale, etc., etc. Mais j'ai jamais continué les cures, tu vois, parce que j'y pense pas ou autre. Donc, c'est pas la marque en soi, c'est plutôt, ce n'est pas dans mes usages. Je suis plus adaptée encore pour l'instant sur des gélules et des gommises
que sur de la boisson. Mais parce que facile à prendre, parce que plus rapide et donc plus en adéquation avec ton mode de vie de maman entrepreneuse, etc. Et c'est pour ça que j'avais une autre question, c'était aujourd'hui, est-ce que tu penses à une diversification du produit de base? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es sur de la poudre. Mais est-ce que tu penses à une diversification? Ah oui, bien sûr. De quel type? Pour moi, il faut deux types. Alors là, on est sur de la poudre qui a un format, un format plusieurs doses avec une petite cuillère, etc. Mais je pense aussi aux monodoses. Parce que ça, voilà. Les gummies, c'est fait, refait, bien et sûr. Je pense que c'est un effet de mode qui bien va sûr. S'estomper, donc non. Mais aller sur de la gélule à un moment de la vie de la marque, je pense que ça ne serait pas forcément une mauvaise idée. Et puis après, j'aimerais bien aussi lancer des bonbons. Vraiment pas des gummies, les bonbons tels que les font Rebel Snacks ou autres, donc des bonbons sans sucre. Tu dis ça parce que j'ai investi chez Rebel? Non. Les bonbons? Je savais pas. Donc je connais très très bien Rebel. Ah d'accord, je ne savais pas. Je savais pour Nali, je savais pas pour Rebel. Et je trouve qu'ils ont un créneau qui est exceptionnel et qu'aujourd'hui, voilà, si tu as envie d'acheter des bonbons à tes enfants, t'as pas non plus envie que ça leur détruise les dents ou autre, et que le créneau gummies et le créneau bonbons sont assez proches l'un de l'autre, mais qu'en fait le marketing commence à cartonner. En termes de marketing, elle gère bien. Alors au début c'était fait comme ça avec l'enthousiasme, et maintenant c'est devenu une marque de fabrique chez eux. À savoir que, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a une histoire de storytelling, et ça on n'en a pas reparlé, mais en fait il y a une histoire de storytelling autour des ingrédients, mais aussi autour de ta personne. Et aujourd'hui quand tu vas chez Rebel, Céline, tu vois que Céline, elle a une personnalité hyper attachante sur les réseaux. Toutes les coms qu'elle fait, et tu verras qu'elle est très forte. Ouais. À la fois sur Instagram et à la fois, et là, tout le monde sur LinkedIn. Oui. Sur LinkedIn, elle a ce pouvoir et ce positionnement fort qui fait à la fois rire et mettre à l'aise, mais c'est surtout que sur LinkedIn, elle est remarquée par les distributeurs. Mm-hmm. Non, elle est... Donc là, en fait, ce qu'elle va chercher, c'est des distributeurs. Donc il y a Franprix qui l'appelle, Carrefour, etc., etc. Donc c'est pour ça, en fait, que tout à l'heure, je te parlais de ton storytelling. Et donc c'est très bien qu'on parle de Rebel, parce que d'un côté, les gens, ils pensent à Instagram et ils pensent au client final. Mais en vrai de vrai, un storytelling puissant et une image accessible, drôle et avec une excellente communication sur LinkedIn, ça peut te permettre d'ouvrir les portes de réseaux de distribution. Donc, il ne faut pas, vraiment pas bouder et négliger LinkedIn. Ça, voilà. Ça, c'est quelque chose que tu mets sur ta liste. Et ensuite, de l'autre côté, tout à l'heure, je te parlais de tes réseaux sociaux. Par exemple, moi, je verrais bien le fait que tu prépares et d'ailleurs, c'est exactement ce que fait Céline, le fait que tu prépares une de tes boissons et que tu racontes une anecdote. Ouais. Ça peut être une anecdote sur le boulot, la création, sur l'entrepreneuriat, et tout simplement une anecdote autour d'un des ingrédients phares de la boisson. Tu vois. Ça peut être des capsules comme ça où tu racontes, voilà. T'es pas obligé de raconter ta journée, mais presque. Ou bien tu décides de raconter, vous voyez, moi je prends ça. Bon, voilà, l'histoire de cet ingrédient, c'est ça. Mais le client te voit faire. Donc, il voit la facilité à faire, à faire la boisson. En fait, il voit la boisson mise en situation. Tu vois. Et ça permet de créer un lien. Et c'est exactement ce qu'a fait, fut un temps, parce que maintenant, elle est plus à la tête de sa marque, le vinaigre de cidre. Ah oui, Archie. Oui. Archie, qu'est-ce qu'elle faisait? Tous les matins, entre guillemets, elle postait, elle mettait son vinaigre, elle buvait sa boisson et elle te raconte quelque chose. Oui. Tu vois ton produit en situation. Et surtout que la crainte principale des gens, c'était mais du vinaigre de cidre, ça va être absolument atroce à ingérer le matin. Et elle te buvait ça avec un sourire et c'était un non-événement. Et du coup, on achetait parce qu'on se disait mais ça a l'air délicieux son histoire finalement. Exactement, tu vois. Ouais. Tout à l'heure, tu me parlais de comment devenir mainstream, comment tu dois créer du lien, tu dois créer une base, tu dois alimenter en fait ta communauté en fait de matériel pour, tu vois. Donc effectivement, se mettre en lumière sur les réseaux sociaux, non pas pour ton ego personnel, mais tout simplement pour que les gens voient le produit en situation. C'est comme ça que tu crées un lien fort. Créer aussi des capsules, parce que je pense qu'il y a une pédagogie à faire auprès des clients. J'avais pris des notes parce qu'il y avait quelque chose que j'avais trouvé super intéressant. Au-delà des campagnes marketing classiques, il y avait plusieurs choses. Moi, je pense que les collabs influence, pour toi,
c'est quelque chose qui peut être intéressant. Oui. Ça peut être à la fois avec des influenceuses afro-caribéennes et à la fois justement avec des profils type des mamans, des businesswomen, etc., qui montrent le produit en situation, justement. Voilà, je partage, aujourd'hui, je vais faire ceci, cela, je prends ma boisson de chez l'Hommage Nutrition, parce que ça, dans l'histoire, en fait, c'est le marketing d'influence, en fait, il va te servir à créer du contenu, à alimenter le lien, à continuer à créer ta communauté, mais surtout, contrairement à ces gélules que les gens ils absorbent, toi, tu as la possibilité de voir le produit mis en situation, d'avoir un rituel construit autour. On est en train de préparer. Alors déjà, d'un côté, on se fait accompagner par une agence de web marketing pour tout ce qui est SEO, référencement du site et amélioration du site. Et en parallèle de ça, on prépare une campagne d'influence et une campagne UGC. C'est vrai que l'UGC, j'en avais encore jamais fait jusqu'à présent, mais il paraît que ça marche très bien aussi. Et donc, on envisage les trois en même temps qu'une campagne de financement participatif, puisque ça marche bien aussi pour se faire connaître. Mais je vois que tu n'es peut-être pas de cet avis. Alors, non, c'est pas que je suis pas de cet avis, c'est que je l'avais mis sur ma to-do list des plans à explorer avec toi. Il faut que ce soit scénarisé. Okay. Il faut que ça te permette, non pas en fait de vraiment de récupérer de l'argent, il faut que ce soit une véritable base marketing pour toi. C'est ce qu'on cherche, la notoriété avec ça. Au-delà de la notoriété, c'est pas ça que tu cherches. Tu cherches une première base de données clients forte pour pouvoir récupérer les adresses et avoir de la data. Et en fait, autour de cette data-là, toi, tu vas pouvoir l'utiliser pour effectivement concentrer et mieux focaliser tes campagnes marketing. C'est pour ça que les gens mettent des paliers extrêmement bas pour démarrer les campagnes, pour qu'elles soient validées, mais surtout pour continuer à récupérer en fait la data qui va sortir aussi de la campagne. Tu peux mettre en avant un produit, et puis derrière, toi, il va falloir que tu crées vraiment du contenu vidéo pour expliquer, pour montrer et pour travailler ton storytelling autour. Ça va te permettre de travailler ton storytelling. Et tu vas récupérer aussi, en plus de la data, dans ton storytelling, en fait, que tel produit a très bien marché, parce qu'il y a eu un lancement, parce que ça s'est vendu le plus vite possible, etc., etc. Et donc, c'est une preuve de traction. C'est un outil marketing et de récupération de data. Ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde. C'est pour ça qu'on est là. Il te reste une dernière question. Oui, ma dernière question, ça serait si tu devais commencer une marque de zéro aujourd'hui et que tu n'avais pas le droit de te lancer dans la beauté capillaire ou autre, quelle serait ta prochaine aventure entrepreneuriale en commençant de zéro? Je me lancerai dans la food avec des micro-concepts monoproduits. En fait, le tout est d'avoir une communication et un marketing fort sur un seul produit. Et ensuite, tu te diversifies et tu déclines éventuellement. Mais c'est d'avoir un produit phare qui fait que les gens, ils ont confiance et disent que t'es le meilleur, que c'est le meilleur produit, qui soit gustatif, etc., etc. Tu vois, qui soit hyper original. Donc, ça va du packaging en passant par la formule. Je peux autant un Rebelle a allié la santé et le bonbon, tu vois, autant sur de la food, plutôt peut-être sur de la pâtisserie, tu vois ce que je veux dire. J'arriverai en fait à mixer à la fois quelque chose de hyper bénéfique sur un truc hyper, entre guillemets, considéré comme calorique et pas forcément bon pour la santé. C'est ce que j'essaierai de faire, par exemple. Parce que pour ça, t'as pas besoin de... Ce qui compte, c'est le goût. Oui. Le goût et la jolie image. Donc, en vrai de vrai, tu as beaucoup moins de problématiques que se lancer dans la nutri-cosmétique, où il faut que tu aies les tests, il faut que tu vois l'approvisionnement, etc. etc. Donc, ce serait quelque chose à la fois qui soit dans la food et dans la nutrition. Merci pour cette réponse. Écoute, cet épisode de Génération Entrepreneur arrive à sa fin. Déjà. Ce que je voulais te dire, c'est que je pense sincèrement que tu as une jolie marque. En fait, tu as un joli produit, mais il faut la faire devenir une marque. Et pour cela, au-delà du marketing pur pour en faire une marque mainstream, je pense qu'il est temps en fait que tu montres au monde tout l'intérêt en fait de rester connecté en fait à ces plantes ancestrales. Mais d'une façon hyper modernisée. Donc, tu as bien structuré aujourd'hui tout ce qui est logistique, d'accord ? Tu te poses les bonnes questions
sur ton branding et sur ton ADN de marque. Donc, si j'avais une recommandation à te faire aujourd'hui, c'est de travailler sur ce qu'on appelle ton brand book. Un brand book, c'est quoi ? C'est, entre guillemets, une encyclopédie sur la construction de ta marque, sur lesquelles tu vas y coucher tes valeurs, tes objectifs, tes codes de marque. Donc ça va du choix de ta calligraphie en passant par les couleurs et en passant par ce qu'on appelle les assets de marque. Par exemple, si tu mets ton produit en valeur, tu vas dire que dorénavant, il y aura toujours autour telle chose et telle chose. Pour t'attribuer tes propres codes de marque, pour qu'à chaque fois qu'on voit un visuel, sans même voir le nom de la marque, on sait que c'est toi. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, tu es une femme belle, intelligente, multi-casquette, serial entrepreneuse. C'est quelque chose que tu dois mettre en avant sur les réseaux. Parce que qu'est-ce qui va différencier qu'on va aller acheter un produit qu'on va trouver en pharmacie ou autre ? C'est toi. Donc à la fois l'image de marque de ton entreprise, mais aussi ton image à toi en tant que fondeur de la marque. Si tu veux devenir une marque globale, les gens doivent s'attacher à toi. Ils doivent se dire, Olivia, en fait, est la fit girl que j'ai envie d'être. Donc, je veux m'attacher à elle, donc je veux suivre ce qu'elle fait, je veux voir grandir sa marque. Les gens, en fait, pour quelqu'un comme Céline, ils veulent la voir grandir. Ils veulent la voir réussir. Et pour ça, tu dois vraiment embrigader, en fait, les gens, tout comme on en a parlé tout à l'heure pour Achille. Merci Olivia, en tout cas, de m'avoir accordé cet entretien si enrichissant. Merci à toi, Kelly, pour toutes ces recommandations précieuses qu'on va s'empresser de mettre en place. J'ai hâte, en tout cas, de suivre tes aventures, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram. Ok. Avec plaisir. Merci. J'espère que, comme moi, vous avez été inspirés par cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Retrouvez d'autres histoires passionnantes et inspirantes sur le portail Outre-mer la Première, ainsi que nos réseaux sociaux.